Première rencontre avec Henri Cornette de Saint-Cyr, plus connu sous le nom de Doudou. Henri Cornette de Saint-Cyr Yaorana, et merci de te libérer pour cette interview. En réalité, peu de gens te connaissent sous ce prénom d'Henri. La plupart des gens t'appellent Doudou. D'où vient ce diminutif ? Alors, ce diminutif me vient de ma maman, parce qu'il se trouve que mon père est né en Martinique, que nous sommes une vieille famille béquée de la Martinique, et mes parents, mon père avait quitté assez jeune la Martinique pour aller faire ses études en France, à Bordeaux en particulier. Il avait rencontré ma mère, donc ils se sont mariés et ils ont passé leur voyage de noces aux Antilles. Et à la suite de ça, ma mère a été éblouie par la Martinique. Donc tout ce qui était en rapport avec la Martinique, ça rayonnait dans sa tête. Et moi, j'étais le 4e enfant, le dernier enfant de la famille, et j'étais le petit Doudou, qui veut dire chéri en martiniquais. Donc j'étais le petit chéri. Donc on m'a toujours appelé Doudou. Et puis ça m'est resté. Et donc ici, ça c'est sûr, on a su qu'on t'appelait Doudou, et ça s'est généralisé. Ça s'est généralisé, oui. Oui, parce que finalement, je répondais pas trop au prénom de Henri. Et donc, je suis resté sur ce... Et puis, en Polynésie, les choses sont plus simples. Beaucoup de gens ont leur surnom, au point d'ailleurs que sur une de mes cartes d'identité, alors que je l'avais pas demandé, j'avais donné les renseignements demandés, mais je n'avais pas spécifié que j'avais un surnom. Et ben, ça a été mis d'autorité, y compris sur ma carte CPS. C'est donc officiellement Doudou. Donc c'est à Doudou que je m'adresse. Tu allais un peu au-devant d'une curiosité qui était la mienne, à savoir l'origine de ta famille. Donc, tu étais déjà une famille béquée, c'est-à-dire déjà des insulaires. Oui, et d'autant plus insulaire que par la suite, après la guerre, mes parents se sont installés au Maroc, puisque j'avais déjà un oncle qui était déjà au Maroc, qui était chirurgien à Meknès, et donc mon père l'a rejoint, toute la famille, on s'est retrouvés au Maroc, et moi j'ai grandi au Maroc, je suis né au Maroc. Et la famille est donc d'origine de quelle province de France avant de partir ? Alors, nos origines sont champenoises, aussi bien d'ailleurs du côté de papa que du côté de maman, mais ma mère a grandi à Bordeaux, donc mes parents se sont connus à Bordeaux. Donc des attaches à Bordeaux un petit peu. Oui, quand même. Enfin, à Tahiti, tu es Doudou. Voilà. Alors, ce Doudou, comment tu es arrivé à Tahiti ? Et pourquoi ? Alors, je suis arrivé à Tahiti parce que, je suis arrivé à Tahiti pour faire mon service militaire, sans savoir d'ailleurs vraiment où j'irais, puisque à l'époque, on était en plein dans les essais nucléaires, et donc il y avait une espèce de discrétion qui s'imposait, apparemment, dans le milieu de l'armée, et on parlait de croisière bleue. Bon, alors on a compris qu'on irait dans des pays chauds parce qu'on nous a donné des tenues blanches, des shorts, etc., des grandes chaussettes, le bachi, enfin tout ce qu'il fallait. J'avais fait mes classes à Ourtin. Et puis je suis parti et j'ai compris au dernier moment qu'on partait sur la Polynésie. Alors moi, ça a été un saut de joie. J'ai bondi de joie. On a pris le Kotam et quand je suis arrivé à Tahiti, j'étais envahi à l'aéroport, en descendant les marches de l'avion, par cette odeur de tiare qui m'a sublimé complètement. Je me souviens très bien, à 4 pattes, j'ai embrassé le sol, j'ai dit « je suis au paradis ». Alors que tu avais déjà d'un paradis, le Maroc était quand même un beau pays. Oui, et je retrouvais exactement la même ambiance, parce qu'entre-temps, j'avais fait quelques études à Bordeaux. Bordeaux, qu'on surnommait un petit peu à l'époque, encore, le pot de chambre de la France, parce que la ville était noire, la vieille ville était sale, tous ces immeubles. Moi, j'avais un petit peu travaillé avec mon père, enfin après, par la suite, dans l'immobilier, puisque mon père était administrateur de biens. Et je connaissais tous ces immeubles qui étaient mal entretenus, qui dépendaient... Il y avait une loi qui s'appelait la loi de la surface corrigée, qui datait de 1948, et qui imposait les propriétaires de ne pas augmenter leur loyer pour que les gens ayant vécu la guerre puissent vivre sans avoir une grosse charge de location à payer. Et donc, les loyers étant à minima, les propriétaires
n'avait pas les moyens d'entretenir. Et donc, je travaillais dans ce milieu-là et je me rendais bien compte que c'était vraiment le pot de chambre de la France. Par la suite, les choses d'aujourd'hui, c'est complètement différent parce que ces immeubles qui étaient des pourritures, aujourd'hui, sont magnifiques. Donc, c'est le hasard ou la chance qui a fait que tu as été affecté à Tahiti ou à Moroa? Alors, je vais dire plutôt la chance parce que je suis très positif dans mon regard. Alors, j'ai d'abord été affecté sur un bateau qui s'appelait le Hanap. Le Hanap était un ravitailleur en eau. C'était un bateau qui avait été récupéré après la guerre, qui est un bateau allemand en quelque sorte, qui était un ravitailleur en eau. Ce bateau a été récupéré par la France. Il a servi de pinardier en Algérie. Et après l'indépendance, il a été récupéré par la France, et notamment pour les essais nucléaires, pour ravitailler Mururoa en eau. Et donc, ce bateau avait comme rôle d'aller chercher de l'eau à Hao, où il y avait une usine à eau, pour l'envoyer. Il y avait, à chaque fois, on trimballait 600 tonnes d'eau qu'on apportait à Mururoa. Ensuite, on faisait des allers-retours. Voilà. Alors donc, c'était un petit peu... Et moi, quand j'ai fait mon service militaire, ou mes classes, on m'a donc mis d'autorité gabier, c'est-à-dire Bosco, alors que moi je voulais pas trop, mais on nous a posé des questions. Qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi je sais faire de la voile, je sais faire des nœuds, je sais godiller, j'ai grandi, la voile c'était mon dada. Tu étais déjà initié à la voile. Oui, complètement, parce que j'étais scout marin, parce que mes frères étaient scouts marins, parce que dans la famille on avait bateau, on adorait ça. Et donc on m'a mis d'autorité sur ce bateau, avec des marins pêcheurs, parce que c'était surtout que des boscos, donc une ambiance un peu particulière. Il faut savoir qu'à l'époque, dans la marine nationale, le pinard, le vin rouge, coulait à flot, et puis donc ça il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance sur le pont, on va dire. Et c'était des bateaux rouillés, abîmés. Quand on naviguait pas, on piquait la rouille. C'était une ambiance un peu particulière. Et donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a une belle histoire qui nous est arrivée. Parce que on allait partir sur Mururoa, le bateau était chargé, on était amarré sur le dock, qui existe toujours aujourd'hui. Sur le dock, il y avait un aviso-escorteur, c'était l'enseigne de vaisseau Henri. Et il se trouve qu'il y avait un petit pétrolier de la marine qui faisait des essais en mer, qui s'appelait je crois que c'était le Berry, me semble. Il rentre dans le port et il a un problème de machine, il arrive en marche avant lente, il n'a jamais pu s'arrêter et il nous a percuté de plein fouet. Notre bateau s'est couché sur l'arrière du dock, le dock s'est penché, l'enseigne de vaisseau Henri a failli tomber. Ça a été un accident évité de justesse, sauf que notre bateau a été éventré, le Berry est rentré de 1 mètre à l'intérieur, précisément du local où nous, les Boscos, nous dormions, c'était l'étrave du bateau. Et donc, du coup, j'ai été affecté au centre de repos de Mataya. Alors devine quoi, comment et pourquoi? Eh bien parce que comme je faisais beaucoup de voile, on m'a installé dans le club de voile et donc j'ai passé les 9 ou 10 mois qui me restaient à faire mon service militaire dans ce centre de repos qui était un petit peu le club méditerranéen réservé aux militaires. Vous aviez été blessé? Vous aviez été... Non, personne n'a été blessé. Je crois même, d'ailleurs, j'ai été le premier à monter sur le dock parce que j'ai vu le truc arriver, j'ai entendu le second hurler, j'ai levé la tête, j'ai compris qu'il se passait quelque chose et je suis sorti à ce moment-là. On a reçu le choc brutal, mais personne n'a été blessé, heureusement. Donc voilà, j'ai donc très vite été aussi sur l'eau, mais dans d'autres circonstances absolument extraordinaires. Donc là aussi, à Mataya, j'étais au paradis. Je veux dire que ce centre était merveilleux, tellement bien placé, était tellement joyeux, était... Ah oui. Et puis on faisait de la voile tous les jours, on faisait du ski nautique, on avait du cinéma tous les soirs. On regardait des films et puis on avait une nourriture exceptionnelle. Enfin bon, on était vraiment, quand je suis rentré en France, je me souviens, il y avait à bord tous ceux qui étaient comme moi, qui étaient rapatriés, et ils chantaient toutes ces chansons de bidas, comme on dit, ces chansons que l'on entend toujours. Et puis moi, j'étais le seul à pas chanter parce que j'étais d'une tristesse absolument insurmontable. Et quand je suis arrivé
en France, j'avais encore mes colliers de coquillages que je voulais plus quitter, quoi. Je suis resté 1 mois avec mes colliers autour du cou. Ah oui, qui avaient été piqués au tiare. Ah oui, complètement. carrément. Tu étais séduit par la gentillesse des gens, la gaieté, la beauté du paysage. Oui, il y avait un charme et je me retrouvais bien et à l'aise parce que la France c'était pas ça, c'était une autre ambiance. Moi, tous mes copains, c'était mes copains qui avaient grandi avec moi au Maroc. Et on s'était d'ailleurs tous retrouvés à Bordeaux, puisque j'étais un petit peu le consulat du Maroc à Bordeaux. Et donc, voilà. Et moi, j'ai été appelé à faire mon service militaire, donc j'ai dû les quitter. Et puis donc, je suis rentré en France un petit peu par obligation, parce que mon père me demandait avait besoin de moi. Donc, j'ai travaillé avec lui. Je m'occupais de toute la partie active du bureau, c'était pas très drôle. Et puis finalement, je me suis dit tiens, je vais peut-être me lancer dans les assurances. Je suis parti à Paris, j'ai fait un stage dans une compagnie d'assurance pour pouvoir par la suite prendre une agence à mon compte. Donc les choses sont parties comme ça. J'ai fait mon stage, j'ai d'abord travaillé, j'ai créé une sous-agence. J'avais un portefeuille à moi, un petit portefeuille que j'avais constitué. Et un jour, la compagnie d'assurance qui s'appelait l'Abeille me dit « Ça y est, monsieur de Saint-Cyr, nous avons tout près de Bordeaux une petite agence à vous confier si ça vous intéresse et tout. » Et quand j'ai été mis au pied du mur, là j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un choix. Et j'ai dit « Non, je ne peux pas m'enfermer entre 4 murs, c'est pas possible. » Et j'ai vendu une semaine après toutes mes parts à l'agence dans laquelle j'étais. Et puis je suis arrivé à Tahiti, quoi. Alors comme ça, sans avoir d'idée précise de ce que tu allais faire. Alors, mon père s'en inquiétait beaucoup. Alors, je l'ai rassuré en lui disant que j'avais des contacts, etc. Bon, finalement, quand je suis arrivé à Tahiti, très vite, j'ai été une copine de Mataya m'avait hébergé quelques jours. Très vite, je me suis renseigné à droite et à gauche. On me proposait de travailler au Club Méditerranée à Montréal. On me proposait de travailler pour les nouvelles et même pour la dépêche, pour prendre des photos, pour faire un petit peu les chiens crevés de la ville. Et puis voilà. Et puis il y avait une agence aussi, l'agence de Monsieur Manuel qui était assureur ici et qui avait l'agence urbaine et la Seine. Mathé Manuel.
Voilà, et donc j'ai travaillé, il fallait développer un petit peu le secteur d'assurance vie. Alors donc j'ai travaillé dans cette agence pendant quelques mois, ou quasiment un an, mais tout en faisant, je m'étais tout de suite inscrit au Yacht Club de Tahiti. Tout de suite, très vite, j'ai fait des régates. Donc je régattais avec Alain Foulgoc, qui était qui était moniteur de voile. Et puis voilà, et alors on faisait des régates, toutes les régates qui étaient possibles. Ensuite, j'ai navigué avec Campistron, bien sûr, en parallèle, qui avait un bateau qui s'appelait Andalouse. Donc, quand je faisais pas des régates de croiseurs, je faisais des régates de 470. Derrière ça, j'ai fait aussi du Fireball, qui était le bateau des jeux à l'époque, avec Besson, le papa de Jessie Besson et de... Ça y est, ma mémoire me flanche, et de son grand frère qui a fait les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques en voile. Et donc, voilà, alors j'étais tout le temps dans ce milieu. Voilà. Et puis, l'école de voile d'Arouet devait ouvrir avec un dénommé Laguep, que tu as peut-être connu. Oui, oui. Hein, on l'appelait Laguep. C'était conditionné par le fait qu'il devait réussir son monitorat d'État qui était organisé par la Ligue polynésienne de voile et Jeunesse et Sport sous l'égide de Jean Campistron, qui était conseiller technique de voile. Pour des raisons que je ne connais pas, finalement, il a renoncé au dernier moment. Moi, j'avais mon diplôme de moniteur de voile, qu'on appelait le BEMV à l'époque, et on me propose de prendre... Alors j'ai dit, mais non, moi j'ai mon équipier qui est aussi moniteur de voile, il n'a pas de travail, moi je suis assureur, bon, ça va bien pour moi, bon. Et puis, le Alain Foulgoc en question, avec qui je régatais, était entre-temps tombé amoureux d'une jeune fille dont le papa était colonel. Le colonel devait rentrer en France effectivement, donc la fille a suivi son papa, et lui a suivi la fille. Et du coup, on m'a dit, il reste que toi pour prendre le poste. En me disant, c'était Michel Balzer à l'époque était le directeur, il me dit, bon Doudou, c'est pour quelques mois parce que on trouvera bien. Il pensait que très vite. À l'époque, on cernait un petit peu les personnes en disant, bon, tu viens d'arriver, s'il y a un Polynésien qui est moniteur de voile, il prendra ta place. Je dis, mais il n'y a pas de problème, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et puis, j'ai donc pris la direction de l'école de voile. J'étais tout seul, et on a ouvert l'école de voile donc en septembre 74, voilà. Vous aviez des bateaux? Oui, alors on avait des optimistes, on avait 2 ou 3 quilles, quelques 420, un Zodiac avec un petit moteur de 20 chevaux, voilà, et puis débrouille-toi. Et donc on a créé le concept des classes de mer, sauf qu'à l'époque, et alors il y avait à Ariatea la même chose, il y avait Noël de Balman qui était un instituteur, qui lui aussi avait passé son brevet d'État, et à qui on a demandé de prendre la direction du truc, de l'école de voile. Et donc c'était une entente cordiale qui avait été mise en place entre la direction de l'éducation et la direction de la jeunesse et des sports. Donc tout ça fonctionnait bien. Ça a duré quelques années. Et puis jusqu'au jour où, quand l'autonomie s'est installée, que les ministres ont été positionnés, les ministères ont eu un regard un petit peu différent, et en se disant, bon, la partie sport, ça concernera désormais que jeunesse et sport, et l'éducation, que l'éducation, en ce sens que toutes ces activités annexes, il faudra avoir une vision un petit peu différente, au point que du coup, moi, on m'a posé la question, est-ce que tu veux rejoindre le corps des enseignants, puisque c'était l'éducation nationale qui me payait. J'ai dit, mais moi, pourquoi je serais instituteur, puisque je suis moniteur de voile? Moi, je ne suis pas un enseignant, je n'enseigne que la voile. Donc, je suis rentré dans le corps de Jeunesse et Sport. Par contre, Noël de Balman, lui, a réintégré l'éducation nationale. Voilà, et c'est parti comme ça. Et donc, et l'école de voile, petit à petit, a pris son envol. On a créé, derrière, en 80, on a créé l'association École de voile d'Arouet, parce qu'il fallait un support associatif. Ça nous donnait plus de liberté pour s'ouvrir sur beaucoup d'autres choses, puisque au départ, c'était que de la voile scolaire.
alors qu'il fallait aussi développer autre chose en parallèle. Donc c'est comme ça. Et alors une fois qu'on a créé l'association, on a monté d'autres projets, on a fait des entraînements compétitions, on a fait de la formation, de la construction amateur, on a construit des optimistes, on a fait plein de choses dans ce sens. Et puis l'école de voile, petit à petit, s'est développée, donc on a embauché, etc. Et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. C'était une ambiance de créativité et de partage de votre passion de la mer. Oui, voilà. Alors moi, j'ai eu dans mon parcours professionnel beaucoup de chance parce que j'avais le feu sacré, mais j'ai pris beaucoup d'initiatives et on m'a fait confiance. Et on m'a toujours fait confiance. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire parce que ça m'a permis de rayonner sur des domaines que j'avais choisi de développer. Et donc, ça a été, pour moi, ça a été un grand bonheur parce que finalement, l'école de voile, là, je vais bientôt, après la prochaine saga, là, qui va se dérouler dans quelques semaines. Voilà, dans quelques jours même, après la saga, je vais rendre ma casquette de directeur et je resterai toujours là pour donner un petit coup de main, mais je n'aurai plus cette responsabilité globale. Je serai en parallèle. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tu nous annonces une fin, une mise à la retraite, on en parlera mais en temps voulu. Mais cette ambiance qui était la vôtre à l'école de voile, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer la saga ? Alors ça c'est une question. Il faut savoir que entre-temps, moi je suis allé préparer un 2e degré de voile en France et puis je suis revenu en 92. Oui, en 92, en juin 92. Entre-temps, on avait fait déjà le tour de Montréal avec les enfants au mois de juillet. Ce qui se passait, c'est que traditionnellement, tous les ans, on envoyait nos petits chéris, ceux qui étaient sélectionnés, on les envoyait en France ou ailleurs disputer un championnat de France ou une coupe nationale, enfin des régates à l'extérieur. Et puis, il restait toujours sur le carreau tous les autres. Et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait. Déjà, ça me dérangeait de voir tous ces enfants scolaires, tous ces petits scolaires que je récupérais dans des écoles avoisinantes, qu'on me confiait, ces enfants qui adoraient la voile, mais une fois qu'ils avaient effectué un petit stage de voile dans le cadre scolaire, l'expérience nautique s'arrêtait là pour eux. Oui, oui. Et j'avais cette espèce de frustration qui me dérangeait beaucoup. Et par contre, il y avait un autre public qui, lui, pouvait s'inscrire, payer des stages, etc., participer à des entraînements, compétitions et autres, qui bénéficiaient de tous ces avantages pour partir à l'extérieur. Il y avait 2 niveaux. Voilà. Alors ça, j'avais cette frustration en moi qui me dérangeait beaucoup. Alors j'avais décidé, j'avais pris conscience que finalement, moi qui aimais beaucoup la régate, qui aimais beaucoup la compétition, la mer, les bateaux, j'ai pris conscience que l'important était ailleurs, que l'important c'était les enfants. Et que éduquer un enfant par la voile, c'était une manière de le faire grandir, de le rendre autonome, de lui apporter des valeurs. Et tout ça, c'était important. Ça a pris beaucoup le dessus sur mon regard, sur mon rôle et ma fonction.
Et donc j'ai décidé, avec du soutien que j'avais pu obtenir, de faire en une semaine, le tour de Mooréa. Ça, c'était en 90 et en 91. Pendant une semaine, c'était de prendre une vingtaine ou une trentaine d'optimistes et de faire le tour de Mooréa par l'intérieur, par étapes. Alors le deal, c'était qu'on s'arrêtait à chaque fois dans un hôtel et on faisait un petit show nautique, un petit peu comme les ballets aquatiques. Alors les enfants, on les faisait naviguer sur un bord. Au signal sonore, ils viraient. Au troisième signal, ils se mettaient face au vent. Après, ils faisaient de la marche arrière. C'était hyper technique, mais les enfants adoraient. Et ensuite, on arrivait sur la plage, on récupérait tous les touristes, les Américaines, on les mettait sur les optimistes. Alors, les Américains jouaient beaucoup le jeu, ils montaient sur les bateaux, alors ça chavirait et tout, etc. Ça faisait rire tout le monde. Tout le monde était content. On créait une ambiance. Les touristes, ça leur permettait d'avoir une petite relation avec des petits Polynésiens. Et puis derrière ça, il y avait l'hôtel qui nous offrait un petit goûter sur la plage. Alors c'était génial. Bon, on était dans le lien et c'est ça que j'adorais. Et donc voilà ce petit projet qui s'est déroulé sur 2 années. Et puis après être parti en France, me former et puis être revenu, j'ai dit non, là maintenant il faut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On a 108 îles à visiter dans la Polynésie, on les fera pas toutes, mais on va commencer peut-être par aller dans les Tuamotu. Pourquoi les Tuamotu ? Parce que j'avais un bon copain qui était un ancien moniteur de l'école de voile qui s'appelle Grégoire Massonnet, qui était instituteur à Rangiroa. Je l'appelle et j'ai dit, écoute, voilà, on aimerait bien partir sur Rangiroa, et je lui explique un peu le projet. Il me dit, Doudou, il n'y a pas de problème. Combien de temps tu peux rester ? Écoute, ce serait bien qu'on reste un petit mois, voilà, et on ferait venir des enfants au fur et à mesure. Et donc, je lui dis, mais j'ai un problème d'hébergement. Ah, il me dit, t'inquiète pas, on va trouver ça. Sans le savoir, c'était la première saga sans qu'elle ait ce nom. On l'avait appelé projet d'évasion. Dans le mot évasion, il y avait EVA, c'est-à-dire école de voile à rouet. Voilà. Et donc, on est parti dans cette aventure en 93. Je suis parti avec, comment s'appelle-t-il, le directeur de la MAFIC, son nom va me revenir, qui était un garçon absolument charmant que tu as sûrement dû connaître. Il a été, entre-temps, il est parti en France, il a été directeur de la police judiciaire à Paris. Il a pris sa retraite maintenant et c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes par la suite. Mais je vais revenir dans mon histoire et donc Rangiroa, on arrivait avec nos petits chéris, ils arrivaient par petites fournées. Et puis, bon, évidemment, il y avait des enfants de Rangiroa. On a dit oui, bon, on va bien se débrouiller pour en prendre quelques-uns. Sauf que tous les petits de Rangiroa sont arrivés. Ils nous voyaient. Ils ont commencé à prendre des petits morceaux de coraux à nous jeter. Ils disent, nous, on veut faire de la voile. Ils disent, oui, calmez-vous, on s'organise, pas de problème. Et finalement, on s'est tellement bien débrouillé qu'on a fait naviguer 200 enfants de Rangiroa. Ouf. Alors que c'était à peine prévu, on se dit, bon, on va en prendre une vingtaine. On s'est débrouillé, on a fait des rotations, etc. Bon, il faut dire que c'était très facile parce que ces enfants, quasiment nés dans l'eau, ils n'avaient aucune appréhension. Ils pouvaient dessaler, chavirer 10 fois, ils redressaient le bateau, ils repartaient en rigolant. C'était facile pour eux, donc les choses se sont passées comme ça. Et donc, voilà, au retour, il y avait donc Grégoire qui, entre-temps, nous avait donc trouvé toutes ces familles d'accueil. C'était merveilleux, ça s'est très bien passé. Quand on est revenu à Tahiti, tout de suite, c'est Éric Morvan qui était le directeur de la MAFIC. Éric Morvan, Doudou, écoute, on peut peut-être faire un petit peu mieux. Je vois que ça a pris, c'était absolument génial. Il faut qu'on ouvre ça, à d'autres enfants. Et donc, il m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on aille voir Béatrice Vernodon, qui était directeur des affaires sociales. Donc, on va la voir, on lui présente le projet, elle est tout de suite emballée. Et on a développé cette opération, il fallait se trouver un nom. Alors, trouver un nom, quel nom ? Alors, j'ai cherché. Et un jour, je tombe sur un petit film de comment ça s'appelait ce chanteur qui chantait la Saga Africa, le joueur de tennis... Yannick Noah, voilà. Et je le vois chanter cette chanson et il avait derrière lui, à la queue leu-leu, toute une ribambelle de petits-enfants et il chantait sa chanson. Et dedans, il y avait cette symbolique du lien entre les enfants qui étaient attachés à la queue leu-leu.
Et j'ai dit, ben voilà, on va l'appeler la saga Rangiroa. Et puis finalement, on dit non, Reiroa, c'est le vrai nom. Alors on l'a appelé saga Reiroa. Et c'est comme ça que ce nom saga est resté. Et c'est comme ça qu'on est parti à l'aventure. Et avec Éric Morvan, j'allais le voir tous les jours à son bureau. Et on a commencé à dire, bon voilà, on va s'adresser à toutes les administrations, on va faire des courriers à ceux, on va s'adresser aussi aux entreprises, on va faire chercher des sponsors, au club service, etc. Et on a monté un dossier, etc. Et il m'a appris à faire ce que je ne savais pas faire, c'est-à-dire toute cette mise en place, cette organisation, cette relation qu'il fallait mettre en place. Et donc, je suis, avec mon bâton de pèlerin, j'ai continué. J'avais commencé déjà l'année d'avant, et où on avait mis en place tout ça avec l'agence Rêve, j'ai oublié le nom, c'était une agence de voyage. Rêve Tahitien, oui, Rêve Tahitien, je crois que c'était ça. Et puis voilà, on a organisé ça, on a renforcé et on a créé tout de suite du lien avec tout le monde. Et c'est parti très vite sur les chapeaux de roue. On a pris aussi, on s'est tourné vers des centres d'accueil, des foyers d'accueil. On a pris des enfants porteurs de handicap. On prenait à l'époque des enfants méritants de tous les collèges. On a arrêté depuis parce que ce qui était compliqué, c'est que ces enfants, une fois les collèges fermés, on n'avait plus de référents pour aller récupérer ces enfants. Or, comme par hasard, ces enfants méritants, mais qui étaient parfois dans des zones un petit peu éloignées, et il y avait personne pour aller les chercher, pour les amener à l'aéroport, etc. On n'avait pas assez de moyens humains, et donc les enfants étaient censés être là le jour J, et puis ils n'étaient pas là. Et donc on s'est dit, oh là, c'est compliqué. Alors malheureusement, on a arrêté ça, mais il faudrait peut-être repartir dans cette aventure. Donc vous avez pris un petit contact avec les assistantes sociales dans la suite pour choisir les enfants qui méritaient, qui n'avaient pas d'occasion d'aller à la mer et qui, grâce à vous, pouvaient prendre des premiers contacts avec le... Voilà, alors le principe, c'était effectivement de mettre des priorités. Alors les priorités, c'était des enfants suivis. Recensés déjà sous contrôle des affaires sociales qui avaient déjà une liste, des enfants qui étaient sous assistance éducative, certains même, des enfants qui étaient parfois même les parents, il y avait une déchéance de l'autorité parentale qui était récupérée par le juge lui-même ou qui confiait à la directrice des affaires sociales. Donc c'était des enfants qui étaient souvent des enfants avec beaucoup de carences éducatives et affectives et qui étaient absolument prioritaires. Les enfants des centres, évidemment,
qu'ils soient dans des enfants comme le foyer de Te Honui, le Bon Pasteur, Tienouhere, voilà, enfin tous ces centres qui sont aujourd'hui encore présents à la Saga, et le centre de Uraiyatama aussi également, et puis on prenait aussi des enfants porteurs de handicap à la fraternité chrétienne, on prenait des enfants trisomiques également, des enfants malentendants, des non-voyants. On a eu tout ce public qui est venu à la Saga. Et donc, pour lesquels il fallait aussi des accompagnateurs. Donc, tout ça s'était mis en place. On a sectorisé. On a pris dans toutes les circonscriptions de Tahiti, des affaires sociales, à toutes ces circonscriptions, on a donné un quota. C'était entre 20 et 30 enfants, de manière à pouvoir accueillir à l'époque 750 à 800 enfants. Il y a eu une époque où on a pris plus de 800 enfants. Là maintenant, on se cantonne à 720 enfants qu'on répartit sur 5 semaines. Donc actuellement, c'est 144 enfants semaine. Voilà, et donc les rotations se faisant tous les dimanches. Alors, l'idée aussi, c'était de repartir dans les îles. Alors, repartir dans les îles, c'était lesquelles? Alors, on a commencé par faire 3 fois de suite Rangiroa. La dernière de Rangiroa, c'était en 1995. On l'a fait pour une 3e et dernière fois pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait les Jeux du Pacifique. On avait peu de temps parce que moi, après, j'étais occupé par les Jeux. J'étais sollicité par le GNC Sport. Donc, on a pu faire la Saga que 3 semaines. Ensuite, retourner à Rangiroa, c'était parce qu'on connaissait le spot, on connaissait les lieux, on connaissait les trucs. Donc, c'était plus facile. Par la suite, on n'a plus jamais pu retourner à Rangiroa pour une raison très simple, c'est que les constructions ont été faites sur la plage de Ho'otu. Il n'y avait plus de place. Aller au Lagon Vert, comme on me l'a proposé, c'était pas l'endroit idéal parce qu'il y avait trop de, comment dirais-je, les fonds se relevaient très vite et il fallait tirer les bateaux à pied beaucoup trop loin. C'était pas très bien adapté. Donc on a malheureusement dû renoncer à Rangiroa. Alors on est parti. Dès 96, on est parti à Taha. Taha, c'était la découverte, c'était magnifique. Taha, ça a été la découverte. Alors, on est parti dans cette belle aventure. Alors, quand vous choisissez une île, les enfants arrivent par avion ou arrivent... Alors, les enfants... Les bateaux, vous les avez sur place? Vous les avez... Alors non, les bateaux, à chaque fois, il fallait déplacer complètement l'école de voile, toute la structure de l'école de voile, et on bénéficiait d'un grand avantage, c'est on bénéficiait de la Marine nationale, qui nous dépêchait le Dumont d'Urville, ou en général c'était le Dumont d'Urville, qui était le bateau absolument idéal, parce qu'il pouvait passer partout. La marine étant omniprésente, avec encore beaucoup de moyens, nous permettait de faire ces transferts. Il fallait qu'on s'y prenne un petit peu à l'avance, mais on nous réservait le bateau, ce qui fait que c'était une grande qualité. En plus, ce bateau pouvait beacher, ce qui fait qu'on pouvait même poser directement les bateaux à terre. Alors donc, c'est ce qui s'est passé sur Taha. Ensuite, 97, on a fait notre première opération sur Bora Bora. Alors là, on a pris un bateau qui appartenait à la Dirsen, c'était le Morvan. C'était ce fameux bateau qu'on pouvait ballaster et qu'on faisait couler. Et on est arrivé cette année-là avec toute notre flottille. On est rentré, le bateau avait coulé quasiment. On rentrait toute notre flottille et une fois que tout était en train, il vidait les ballasts et le bateau remontait. Et il a fait ça à l'aller et au retour. Ça a été absolument extraordinaire. Ça a été la saga la plus facile pour nous parce qu'on n'a pas eu... on a eu juste à remorquer les bateaux de l'école de voile d'Aroué jusqu'au port. Voilà, ça a été merveilleux. Sauf que je me souviens, la petite anecdote, c'est qu'on avait choisi un spot qui était un spot qui est là où il y a actuellement le Four Seasons, je crois, c'est ça. Ce terrain appartenait à l'époque à la banque Saint-Lazare. Saint-Lazare, oui, c'est ça. Enfin, une grande banque privée en France. Et on avait pu avoir l'accord de cette banque pour occuper ce terrain. Donc, tout était calé. Et le jour où on arrive, on apprend à Bora Bora que PAPA, il y a telle famille qui revendique la terre, ils veulent pas qu'on s'installe parce qu'ils vont venir avec les baleiniers AO, les fusils, etc. Ils vont nous rejeter et tout. Et donc, les gens là-bas, un petit peu inquiets, me disent Doudou, t'inquiète pas, on t'a trouvé un petit terrain. Et d'autorité, les farets que tu nous avais demandé de préfabriquer, on les a installés sur ce terrain.
Et quand je dis, il n'y a pas de problème, mais je voudrais quand même aller voir. Et quand je vais voir, tous les bateaux avaient été donc d'autorité déjà installés là-bas. On avait un petit terrain avec une petite plage de 30 mètres de long. Je dis, mais c'est absolument impossible, c'est impossible. Alors je suis allé voir Tavana, j'ai dit, Tavana, contre vents et marées, j'irai là où on a décidé. Et moi, si ces familles en question veulent je leur parlerai un petit peu, mais je prends la responsabilité de toute façon. Et donc, les enfants devaient arriver le dimanche. Et on a déménagé et ils arrivent le dimanche et donc l'activité devait prendre dès le lundi. Et le lundi, les enfants sont arrivés. On les a amenés sur cet endroit qui était trop petit. On a dit, les enfants, on va vous remorquer, vous allez monter et on va vous ramener. Et on a remorqué tout ce matériel sur l'autre spot. Il y avait, comme par hasard, il y avait du vent. Et on n'avait pas mis nos voiles, tout était encore dématé et tout. On a tout remorqué de l'autre côté, on a perdu un temps fou, mais on y est arrivé. Et puis finalement, on n'a jamais été inquiété, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu tout. Mais ça a été un petit coup de chaud. Oui. Qui s'est vite arrangé. Et puis finalement, la saga était une merveille. Bora Bora, on a été magnifiquement accueillis, les familles d'accueil ont été adorables, la mairie s'est pliée en quatre, voilà. Et puis ensuite, Bora, on a continué. En 98, c'était l'année de la Coupe du Monde. On est allé à Tikehau. Tikehau, c'était aussi, alors là, une aventure encore plus extraordinaire parce que le Dumont d'Urville n'est pas rentré dans la passe, dans le lagon. Donc, on a tout sorti à l'extérieur. Et il a fallu tout remorquer. Alors non seulement on a remorqué avec nos bateaux, mais en plus il y a eu les LCVP, c'était des petites bateaux, des petites barges de débarquement avec la porte qui s'ouvrait. Il y en avait 2 qui nous ont aidés à débarquer le matériel. Ces bateaux marchaient à 9 nœuds. Il y avait un courant de 8 nœuds. On s'est dit, ils vont jamais passer. Ils sont arrivés à franchir la passe, le courant était sortant. Ils sont arrivés quand même à passer à 1 nœud. Alors donc, il a fallu débarquer tout ça, débarquer des paquets de packs d'eau. Et je me souviens d'un moment très très particulier parce que les jeunes militaires, il y avait des jeunes militaires qui étaient venus spécialement du RIMAP embarqués sur le Dumont d'Urville pour nous aider à tout débarquer. Et en débarquant les packs d'eau, alors au début ils étaient sérieux, ils ont un pack l'un après l'autre, et puis au fur et à mesure ils ont été atteints de frénésie et ils se sont mis à les jeter de plus en plus vite au point que celui qui était censé les caler, les mettre bien droit, ça fait un tas, donc ça a explosé et tout. Il a fallu que je pousse un hurlement pour que
tout s'arrête. Ils n'ont pas compris qu'on était sur un motu complètement isolé et que tout ça, c'était de l'or pour nous. Alors voilà, c'était la petite anecdote. Alors, on naviguait. Alors, ça a été épique là-bas. Ça a été vraiment épique parce que le lagon était petit, qu'on a eu des grains. Et je me souviens d'un grain en particulier où tout d'un coup, les grains ne restaient jamais très longtemps parce que ça passe très vite sur les Tuamotu. Il n'y a rien qui les arrête, il n'y a pas de montagne. Sauf qu'il y a eu un grain en particulier, j'étais sur la plage, j'avais à peu près, à l'époque, on va dire plus de 60 bateaux sur l'eau, entre les Hobbycats et les optimistes, et tout d'un coup, le grain est arrivé, il était fort, il y a eu de la pluie, il y a eu une espèce de nuage qui a collé à la surface de l'eau avec la pluie, un brouillard, je ne voyais plus rien. Tous les bateaux avaient chaviré, et je voyais plus rien. J'ai eu un coup de sang, c'est absolument terrible. Et puis, le grain est parti, et tous les bateaux, un par un, se sont redressés, et la navigation a continué comme si de rien n'était. Ça, c'était des impressions, des émotions, marques. Ça. Voilà. Et puis, alors, le souvenir particulier que j'ai eu, c'était le retour. Parce que le retour, on a eu un maramou de folie. On a commencé le chargement vers 8 heures du matin, et on a terminé le chargement du bateau parce qu'il fallait faire à peu près pas loin de 6 à 8 nautiques, plutôt 8 nautiques en remorque, pour remorquer tout ce matériel jusqu'au Dumont d'Urville, qui était lui aussi toujours mouillé à l'extérieur. Et on a terminé à la nuit, et j'ai 2 souvenirs frappants. Le premier, c'est que moi, j'avais un bateau c'était un Mako. J'avais embarqué dans la dernière fournée que tous les militaires, c'était des commandos et qui connaissaient rien à la mer. Alors ils étaient devant, ils n'avaient pas compris qu'il fallait mieux se rester derrière, et on dévalait les vagues, et à chaque fois, il fallait, quand on était en haut de la vague et qu'on descendait, il fallait couper les gaz pour pas enfourner, sauf que ça arrivait de temps en temps, et donc on se faisait mouiller. Ils sont arrivés trempés, mais au bout de 8 nautiques sur le bateau. On est arrivé, il restait moins d'1 litre dans mon réservoir en pleine nuit. Alors nos bateaux n'étaient pas du tout équipés pour naviguer de nuit, puisque oui. Et donc voilà, on est arrivé de justesse, sauf que les 2 LCVP qui avaient chargé le reste du matériel, ils avaient bitché, il y avait des coraux, ils se sont abîmés tous les 2, et ils étaient accolés au Dumont d'Urville, donc un couple. À l'intérieur, il y avait un véhicule. Dans ce véhicule, il y avait mon ordinateur qui était posé sur le siège, les bateaux qui commencent à couler, l'eau qui commence à rentrer dans le truc, et les militaires affolés qui prennent des motopompes qu'ils n'arrivent pas à démarrer pour les brancher sur le bateau pour tenter de vider le bateau avant qu'il coule. On a pu monter in extremis vers 10h du soir, 11h du soir, tout le matériel. Et cerise sur le gâteau, évidemment, tout a été éclairé. Et cet éclairage avait attiré toutes les espèces pélagiques et les requins qui sautaient. Alors il y avait toute la chaîne pélagique des poissons qui attaquaient, qui se faisaient attaquer, et les requins qui étaient derrière et qui attendaient. Et c'était vraiment une vision du film Apocalypse Now. C'était extraordinaire, c'était magnifique. Bon, ce sont des souvenirs. Oui, ce sont de bons souvenirs, Doudou. Et je suppose que tu as encore 1000 anecdotes à nous raconter samedi prochain. Merci Doudou, et merci Touiva Lambert qui a réalisé cette émission.